Bonjour à tous et bienvenue dans La Base. La Base, c'est une émission, c'est un podcast, c'est ce que vous voulez, vous choisissez, mais en tout cas c'est le lieu où on va apprendre, on va rire, on va débattre. Alors la première est enregistrée dans les conditions du direct, mais j'espère que les prochaines fois elles seront en direct, donc je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager, pour que l'on puisse progresser ensemble et pour que vous puissiez participer dès la prochaine émission. Et pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir un journaliste d'investigation, un grand expert et surtout mon ami, il s'appelle Michel Marie. Michel, bonjour. Bonjour Sacha. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va commencer par l'arrobase. L'arrobase, c'est une petite présentation de vous. Michel, vous avez 69 ans tout juste. Tout à fait. Voilà, vous l'avez fait en avril, donc joyeux anniversaire. Vous êtes donc journaliste d'investigation depuis plus de 45 ans. Vous avez commencé votre carrière au Nouveau Détective et vous l'avez fini au Nouveau Détective. Alors j'ai eu plusieurs carrières au sein de ma vie professionnelle. J'ai commencé effectivement au Nouveau Détective en 1978 et j'ai pris ma retraite dans ce journal ou à ce journal il y a maintenant 2 ans. Mais parallèlement, j'ai eu de nombreuses activités sur les médias, notamment à W9 pour enquête criminelle, puis à un moment donné à TPMP comme chroniqueur judiciaire. Et j'ai participé à de très nombreuses émissions, toujours liées aux faits divers ou à la justice, parce que je suis aussi chroniqueur judiciaire et j'ai assisté à des milliers de procès. Alors, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas très présent, parce que les gens vous connaissent dans la rue, vous avez acquis de notoriété grâce à la télévision, mais sur Instagram, vous avez 729 abonnés. Vous, les réseaux, ça vous chauffe pas énormément, quoi. C'est pas trop ma génération, les réseaux. Je sais pas très bien comment ça fonctionne. Je sais que j'anime une chaîne YouTube pour le Nouveau Détective qui marche très bien. Je crois que j'ai 130 000 followers. Et je continue en réalité à exercer mon métier, mais avec les réseaux sociaux, avec les moyens nouveaux. Mais c'est vrai que je suis pas un grand technicien. C'est pas ma génération. Mais 45 ans à traiter des faits divers, c'est obligé que ce soit une passion énorme. Comment elle est née ? Moi, je voulais être flic. Ouais. Je faisais des études de droit, je voulais passer le concours de commissaire de police et je me suis arrêté en cours de route pour embrasser cette carrière de journaliste qui m'a littéralement passionné dès le début et je me suis pas trompé puisque j'y suis toujours. Et en 45 ans de carrière, quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué et dont vous vous souvenez encore aujourd'hui ? Alors, habituellement, j'ai du mal à répondre à cette question. Je réponds bêtement toutes ou presque toutes. Une affaire chasse l'autre, on s'investit énormément dans un dossier et puis ce dossier s'arrête parce qu'il y a un verdict, la cour d'assises rend son verdict et on passe à autre chose. Il y a quand même dans tout ça des affaires qui m'ont profondément marqué. Je pense à Fourniret, je pense à Guy Georges. Je pense Guy Georges était un tueur violeur et tueur en série. Fourniret était pareil, un tueur et violeur en série. J'ai assisté j'ai suivi toutes les enquêtes et j'ai assisté à tous les procès de ces 2 individus. Et après, il y a des affaires beaucoup moins médiatisées qui m'ont ébranlé sur un plan personnel parce qu'on rencontre, quand on fait de l'investigation, les familles des victimes. Et on arrive un jour chez des gens qui n'avaient rien demandé à personne. On leur a tué leur fille, on leur a tué leur fils. Quelquefois, on leur a tué plusieurs membres de leur famille pour des raisons parfois incompréhensibles. Et on est face à la douleur de ces gens. On peut rien faire, on est là en observateur, on vient faire notre travail de journaliste et reporter l'information ou rapporter l'information comme vous voudrez. Et on arrive dans des situations de détresse terribles. Et on part et on emmène un peu cette tristesse avec nous. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut savoir l'évacuer parce que sinon c'est invivable. C'est lourd d'avoir... C'est très lourd. Ces familles qui sont dans le drame, dans la tristesse. Ce sont des gens qui peuvent éventuellement vous rappeler, qui ont besoin de conseils. Ouais, vous faites psy aussi, en plus d'être journaliste. Un côté un peu psy, il y a un service après-vente dans ce type de profession qui est très compliqué à exercer. Est-ce que vous avez déjà été, vous, en danger, Michel ? Alors en danger, on ne le sait jamais parce que, en tout cas, le danger existait, mais je m'en suis pas rendu compte en temps réel. Mais c'est vrai qu'un jour, j'avais interviewé un témoin, enfin que je pensais être un témoin et qui en réalité était l'auteur, et j'ai assisté à son arrestation pendant mon interview.
Donc on était à table tranquillement l'un en face de l'autre en train de discuter, je ne sais plus, je me rappelle plus très bien des détails de l'affaire, mais il était en train de m'expliquer des choses concernant ce fait divers. C'était un Et tueur? à un moment, c'était un tueur, et à un moment la porte, ça a tapé à la porte, j'ai entendu hurler police, ouvrez. Là, j'ai vu ce type en face de moi changer un peu d'attitude, en panique. J'ai très vite compris de quoi il en retournait. Finalement, ils ont défoncé la porte, ils lui ont sauté dessus, ils l'ont menotté. J'étais content qu'ils se trompent pas de cible. Personne, ouais. Et donc, j'ai assisté à l'interpellation du deviez être effrayé, ce meurtrier jour-là. en direct. Effrayé, c'est pas le mot parce que ça se passe très vite. Et j'ai jamais été en danger. Enfin, il n'était pas armé. Ouais. Les policiers avaient les armes à la main, mais n'ont pas fait usage de leurs armes. L'individu s'est rendu. Ils l'ont aplati par terre. Ils l'ont menotté. Ils l'ont embarqué. Moi, ils m'ont embarqué aussi pour m'interroger entendre, sur ouais. les circonstances de ma présence, justifier ma présence avec le meurtrier en qualité de journaliste. Bon, je suis très bien sorti, il n'y a pas eu de suite et pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un moment un peu curieux de ma carrière. Et aujourd'hui, quand vous voyez des affaires, que ce soit dans les médias ou dans votre vie de journaliste, est-ce que vous arrivez à déceler qui est le coupable? Est-ce que vous êtes le roi du Cluedo? Est-ce que vous êtes celui qui se dit ah bah moi je suis sûr que c'est lui quand vous voyez des affaires à la télé ou même dans votre vie de journaliste ou non? Je me défends de le faire. Je me défends de le faire parce que être journaliste, c'est être juste et travailler à la base d'un dossier d'informations vérifiées, recoupées. Et au doigt mouillé, comme on dit, dire dans l'affaire machin, ça peut être que le grand-père ou ça peut être que la femme. C'est du niveau du café du commerce et j'essaye de faire un journalisme un petit peu au-dessus du niveau du café du commerce. Donc, je lis des choses, j'ai quelquefois des informations qui se recoupent parce que j'ai encore quand même un réseau de police et de gendarmerie plutôt pas mal fourni. C'est eux qui vous donnent les informations, ils vous envoient des billes? Oui, c'est Parce en qu'on se off, demande à chaque fois, c'est vrai que peut-être vous aussi qui nous regardez, vous vous demandez comment les journalistes peuvent avoir autant d'informations sur des affaires judiciaires. C'est quoi? C'est la police qui vous envoie des infos? Alors, la police n'a pas le droit de communiquer Normalement, d'informations à la presse. Mais ça sort quand même. Tout sort. Tout Oui. sort. Donc, les avocats fournissent des infos quand ça les arrange, enfin quand ça va dans l'intérêt de leurs clients. Le parquet, souvent, de plus en plus, communique. Mais il dit la même chose à tout le monde. Donc, c'est sans chercher un scoop. L'idée, quand même, quand on écrit un papier, c'est d'avoir des infos un peu exclusives. Bon, et moi, je vis un peu sur mes rentes d'une époque où les policiers ou les gendarmes communiquaient beaucoup plus facilement à l'amitié. Donc, c'est du off. Donc, il y a les sources officielles et les sources non officielles. Les sources officielles, elles n'ont pas un grand intérêt parce que de toute façon, ils disent la même chose à tout le monde. Et les sources non officielles, c'est des relations privilégiées qu'on peut avoir avec un commissaire de police, un colonel de gendarmerie, qui dit, bon, je t'ai rien dit, mais... Voilà. Donc, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, on ne sortirait pas grand-chose. Alors, dans un instant, on va parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'est l'affaire la plus mystérieuse de ces 15 dernières années en France. Un père de famille qui tue sa femme, ses enfants, ses chiens, qui les enterre dans son jardin et puis qui, après, disparaît complètement de la circulation. C'est l'affaire qui suscite le plus de curiosité aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Michel, j'aimerais bien vous connaître un petit peu plus et savoir pourquoi, aujourd'hui, vous avez tant de notoriété. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est à force d'enquêter depuis ces décennies qui vous ont créé un nom? Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait que dans la rue, voilà, on vous demande des photos? Alors, le passage à TPMP a bien évidemment m'a mis sur le devant de la scène. Je l'étais déjà un peu avec W9 sur Enquête criminelle. Je l'étais un peu également avec Détective parce qu'on est passé un peu à la vidéo, donc je fais tout un tas de podcasts pour eux. Et puis à la longévité de ma carrière, ça fait 45 ans quand même que je me préoccupe des affaires criminelles et de la justice. Ça vous plaît l'exercice de la télévision? Touche pas à mon poste ou ce que vous faites sur W9 également?
Oui, je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par le fait divers. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait divers, c'est le passage à l'acte, c'est comment des gens comme vous et moi, des gens réputés normaux, d'un seul coup transgressent l'interdit et deviennent un monstre absolu, tuent femmes, enfants, voisins et autres. Alors que ça pourrait être des gens avec qui on aurait pris un verre 10 minutes avant leur crime, sans imaginer une seule seconde qu'ils allaient commettre l'irréparable. Et moi, aux assises, ce qui me passionnait, c'était le moment où le président dit « Accusés, levez-vous et expliquez-nous la journée du temps, c'est-à-dire la journée du crime ». Et là, vous avez un type qui se lève et qui raconte un truc absolument incroyable, ahurissant. On a beau aimer les polars, c'est 100 fois au-dessus, parce que c'est celui qui a commis le crime qu'on a en face de nous. C'est pas un écrit, quelque chose qui est raconté. Là, c'est l'auteur qui prend la parole et qui dit voilà, il était 19h59, ça on me l'a souvent reproché sur TPMP, parce que je suis précis dans les horaires. Il y a cette voix aussi qui fait il explique. Il y a cette voix, cette façon de compter, de raconter les faits divers qui est marquante chez vous. Oui, on me le dit souvent, mais je fais pas attention. Ma voix, j'ai pas fabriquée, j'ai pas maquillée. Oui. J'ai une voix qui est comme ça parce que je fume peut-être un peu trop, parce que au fil des années, les cordes vocales ont dû s'user un petit peu, donc ça me fait une voix un peu rauque, qui est reconnaissable. Et j'ai des gens qui me reconnaissent dans la rue ou à une terrasse de café, même si je leur tourne le dos, ils reconnaissent ma voix. Vous parlez de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Quelles sont vos relations avec lui? Est-ce que vous entendez bien? Vous parlez avant, après les émissions? Moi, je m'entends très bien avec Cyril Hanouna. J'aime beaucoup ce personnage. Je trouve qu'il a un talent fou. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit parce qu'il est quelquefois un peu dans l'excès. Mais c'est un chouette mec. C'est un chouette mec, c'est un chouette patron. J'ai adoré travailler avec lui pendant 2 ans et demi et j'espère que l'aventure n'est pas terminée. Pas terminé, il va aller sur W9 normalement à la rentrée. Est-ce que vous allez le suivre? Bon, écoutez, s'il me le propose, je pense que je le suivrai, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est un exercice que j'aimais bien faire, à quelques détails près peut-être, d'organisation, d'horaire, de temps de parole, etc. Mais c'est une merveilleuse aventure. J'ai vécu 2 ans et demi à participer à cette émission et j'ai adoré. Petite question sur lui, il a peut-être fait un prank en disant qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle, il a démenti depuis. Est-ce que Cyril Hanouna, en 2027, candidat, vous pensez qu'il a ses chances ou pour vous, ça reste de la blague? Bon, je pense pas qu'il ait ses chances d'être un jour président de la République, enfin ça me surprendrait énormément. Je ne suis pas sûr, connaissant bien le personnage, qu'il soit... non pas capable, parce qu'il est capable de tout, mais je le vois pas dans ce rôle. Qu'il a démenti depuis. Oui, en plus il le dément, donc... mais en plus je le vois vraiment pas dans ce rôle, quoi. C'est pas qu'il n'en est pas capable, il est capable de tout, une fois de plus, mais je ne l'imagine pas président de la République. Cyril Hanouna est un animateur, vous êtes journaliste, est-ce que vous vous dites pas, moi aussi un jour j'aurais peut-être envie d'animer, par exemple Faites entrer l'accusé? Oui, je pense que ça m'aurait plu d'animer une émission, et peut-être pas trop tard d'ailleurs, mais animer une émission de faits divers, ça me plairait bien sûr. Ouais. Bon, bah alors avis aux chaînes, s'il y a une émission de faits divers à présenter, Michel Marie est candidat. Alors si vous le voulez bien Michel, on va passer à l'info de base. L'info de base c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'affaire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce nom dans les médias, mais parfois on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Xavier Dupont-Ligonnès, on sait que c'est peut-être quelqu'un qui a tué, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que vous pourriez expliquer très brièvement, en 1 minute, l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès? Ça se passe à Nantes en 2011, au mois d'avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnès habitait Nantes avec sa famille, sa femme et ses 4 enfants. Et aux alentours du 18 avril, enfin un petit peu avant le 18 avril, il disparaît et on n'a plus de nouvelles, les volets restent clos. La famille s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, alerte les services de police qui vont aller faire une perquisition à son domicile et découvrir sous la dalle de la terrasse les cadavres de sa femme et de ses 4 gosses ainsi que le cadavre de ses 2 chiens. À partir de là, bien évidemment, il est le suspect numéro 1 puisqu'il ne figure pas parmi la liste des victimes. Il est recherché activement par la police judiciaire de Nantes. Et à ce jour, ça fait 14 ans que ça dure,
on ne l'a toujours pas retrouvé. Alors après, 2 hypothèses. Soit il s'est suicidé, soit il s'est mis en cavale. Il y a 2 clans très séparés. Moi, je pense objectivement que j'ai aucune preuve à vous On va fournir. parler des hypothèses. On va parler des hypothèses dans un instant. Mais cette cavale, on a l'impression qu'il avait un petit peu tout préparé, puisque quand on se plonge dans l'affaire, on se rend compte que il avait résilié, par exemple, le bail de sa maison, qu'il avait fermé les comptes bancaires, qu'il avait envoyé le solde de tout compte à l'école de ses enfants, que sur sa boîte aux lettres, il avait mis courrier à retourner à leur expéditeur, merci, que la maison avait été vidée. Plein d'éléments comme ça où on se dit finalement ce monsieur avait tout préparé. Il avait fait mieux que ça aussi. Il avait envoyé une lettre à tous ses proches en disant qu'il était exfiltré aux États-Unis comme agent infiltré de la DEA en mission. Enfin, il s'était imaginé un rôle d'agent secret. Donc, il y a un côté mégalomaniaque et mythomane réuni. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il avait pu un rond, que tout ce qu'il entreprenait foirait. Et qu'il était à l'agonie, que son époux, à l'agonie financière, il était endetté. Il était surendetté, il ne rentrait pas un rond par le biais de ses entreprises, il avait emprunté beaucoup d'argent et il était vraiment au bout de son chemin, il ne pouvait pas aller plus loin, donc il ne pouvait plus payer son loyer, il ne pouvait plus nourrir sa famille, il ne pouvait plus rien faire. Xavier Dupont-Ligonnès était surendetté, on l'a dit, il était peut-être dépressif, vous l'avez souligné. Et il y a ce mail qu'il envoie un jour et qui est assez troublant. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni aucun alcool. Il poursuit. Je serai donc fin août, début septembre, au pied du mur avec une décision définitive à prendre. Suicide seul ou suicide collectif. Accompagnant son message d'une pièce jointe intitulée Disposition.doc, un document qui ressemble à un testament. Tout est dit dans ce résumé. Il était au bout de sa vie, tout ce qu'il avait entrepris. Bon, il avait un train de vie, c'était un milieu catholique bourgeois qui vivait avec une certaine aisance, et il a absolument tout cramé, y compris l'argent qu'il avait emprunté. Et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la banqueroute totale et la femme réalise d'un seul coup qu'elle a épousé un bon à rien. Les enfants, on va pas pouvoir leur payer leurs études, on peut plus les nourrir, on peut plus se loger. Et de façon un peu brutale, il a effectivement le choix entre se suicider en abandonnant femme et enfants, soit de tuer femme et enfants. Ça s'appelle un suicide altruiste. C'est assez fréquent, c'est des affaires assez fréquentes, sauf que généralement on retrouve le corps de l'auteur principal, c'est-à-dire là en l'occurrence on aurait dû retrouver le corps de Xavier Dupont de Ligonnès qui aurait pu se suicider avec l'arme qu'il avait, ce qui n'exclut pas qu'il l'ait fait plus loin et plus tard. Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'on n'a jamais retrouvé son corps à Xavier Dupont de Ligonnès. La dernière fois qu'on le repère, sa dernière trace, c'est à Roquebrune-sur-Argent, dans un hôtel Formule 1 dans le Var. Il est capté grâce à des caméras de vidéosurveillance de l'hôtel. Il est vivant à ce moment-là. C'est le 18 avril 2011. Il est filmé effectivement en sortant d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence. On sait par l'enquête qu'il avait rencontré un copain et qu'il avait essayé aussi de retrouver une de ses anciennes maîtresses pour lui soutirer un petit peu d'argent. Et la dernière image qu'on a de lui vivant, c'est cette image-là. Et pour la précision, il a en bandoulière une sorte de sac long qui pourrait s'apparenter à une arme une arme longue, une carabine, qui pourrait être l'arme des différents crimes qu'il a commis à Nantes. Il est retrouvé quelques jours plus tard donc dans le Var. Le drame a lieu à Nantes. Il est retrouvé vivant, avec une arme. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Mais on le retrouve, il est vivant à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il ne s'est pas suicidé dans la foulée. Le 18 avril 2011, il est vivant. Ça, c'est incontestable. Après, qu'est-ce qu'il a fait Et donc c'est qu'il y a une recherche de fuite. Alors, est-ce que c'est une recherche de fuite ou bien est-ce qu'il avait encore des trucs à régler ? Parce qu'a priori, il voulait voir un de ses amis très proches, son meilleur ami. Il voulait également voir une de ses anciennes maîtresses, je crois, pour lui soutirer de l'argent, enfin pour essayer de lui emprunter un peu d'argent, parce qu'il était vraiment pendu, comme on dit.
il a commis l'irréparable à Nantes, c'est-à-dire il a tué sa femme, ses 4 enfants, et pour le détail, quand même, il les tue en 2 fois. Alors, j'aimerais bien qu'on s'intéresse sur la manière dont il a tué, parce que la manière est très particulière quand même. On est donc avril 2011, alors je crois qu'il y a une petite hésitation sur la date, puisque comme les corps ont été retrouvés plus tard, oui, on les pas médecins la date, légistes n'ont pas pu vraiment dater... quelques jours avant voilà. le 18. Voilà, donc on est début avril en tout cas, en 2011. Ils ont tous été tués à peu près de la même manière. Est-ce que vous pouvez expliquer comment Xavier Dupont-Ligonnès a tué sa femme et ses enfants et ses chiens ? Il les a tués avec sa carabine pendant leur sommeil, un par un. Je crois qu'il a commencé par sa femme, me semble-t-il, qui était partie se coucher. Il est rentré dans la chambre, il a mis un oreiller sur la tête et il a ouvert le feu à plusieurs reprises. Je crois qu'il a mis 1 ou 2 balles, au moins 2 balles, je crois. À chaque fois, c'est 2 balles, oui. C'est 2 balles. 3 pour un ses enfants. Donc, il a tué sa femme dans son lit et ensuite il a fait la chambre du premier enfant, la chambre du deuxième enfant, la chambre du troisième enfant. Le 4e enfant était à la faculté, il était interne et donc il a attendu, il a été le chercher, il a déjeuné avec lui dans une crêperie alors qu'il venait de tuer la veille sa femme et ses 3 autres enfants. Il savait pertinemment que le gosse avec qui il était en train de manger cette crêpe à la sortie de la fac allait être tué, subir le même sort. Il lui a payé une crêpe, il l'a ramené à la maison et sous un prétexte fallacieux, il en a profité pour ressortir son arme et l'abattre à son tour. Donc il a tué ses 4 enfants de sang-froid et ensuite il les a enterrés sous la terrasse de sa maison. Je ne sais pas à quel moment il a fait tous ses documents, ses courriers, mais je pense que avec les chiens aussi, il a tué ses 2 labradors. Et je précise qu'il a également tué ses 2 labradors. Il a enterré, pas enterré, il a mis sous la dalle, sous la terrasse de sa maison, l'ensemble des cadavres qu'il avait tués. Et ensuite, il part. Alors, tout ça, en réalité, ce n'est qu'une hypothèse. On dit mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est présumé innocent, Xavier Dupont-Ligonnès ? Il est présumé innocent parce qu'il n'a pas été condamné, donc, mais il est quand même le suspect numéro 1. Il ne pouvait pas ignorer avec les médias qui diffusaient en boucle les informations ce qui s'était passé. Donc, à minima, s'il n'a rien à voir avec tout ça, il se précipite à la première gendarmerie venue, dire voilà, je suis le mari, qu'est-ce qui se passe ? J'ai appris par la télé que ma femme et mes enfants avaient été assassinés. Voilà, je suis là et je vais répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Mais ça, il ne l'a pas fait. Bon, l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès, c'est en réalité un des plus grands mystères en France. Ça fait 14 ans que l'affaire n'est pas résolue. Les enquêteurs tentent de tout savoir, mais on voit qu'on n'a pas encore toutes les réponses, puisque son corps n'est pas retrouvé, qu'il y avait plusieurs hypothèses. On va peut-être en parler dans un instant. L'hypothèse d'un monastère où il aurait pu se réfugier. Certains pays où il aurait pu aller pour poursuivre sa cavale. Aujourd'hui, est-ce que Xavier Dupont-Ligonnès, selon vous, il est vivant ou il est mort ? Personnellement, je pense qu'il est mort. Il n'avait plus un rond. Il n'est pas un voyou, donc il n'a pas les réseaux nécessaires pour entretenir une cavale. Et les voyous n'ont aucun intérêt à le couvrir sur une cavale s'il n'est pas utile à ces voyous. Il y a un risque de dénonciation qui est gigantesque, y compris dans le milieu du clergé. Et une cavale, ça coûte cher, il n'a pas d'argent. Donc, imaginons que ce soit un de vos amis, Xavier Dupont de Ligonnès, il sonne à votre porte ce soir, vous faites quoi ? Vous appelez la police. Vous pouvez pas receler. Manger chez ma mère. Vous pouvez pas receler un criminel. Ce qu'il a fait n'est pas glorieux. Si c'est lui qui l'a fait, il a tué sa femme, ses 4 enfants. Les chiens, c'est encore un autre problème. Mais on ne peut décemment pas, quand on est un honnête homme. Mais pourquoi on le retrouve pas alors ? Mais on le retrouve pas parce que moi, mon hypothèse, je l'ai vu dans plusieurs faits divers, comme il a un côté très théâtral et qui quelque part a peut-être envie qu'on continue à parler de lui, entretenir une forme de légende, pas être retrouvé. Enfin, il y a tout un tas d'hypothèses d'ordre psychologique qui se sont mises en place. Moi,
Le scénario le plus probable pour moi, si c'est le suicide, il est parti dans la garrigue là-bas derrière Roquebrune-sur-Argence avec son arme. Il y a des grottes gigantesques qui font des 200-300 mètres de profondeur, dans lesquelles personne ne va jamais. Il y a eu des fouilles pourtant. Oui, mais on ne peut pas toutes les fouiller, il y en a des milliers. Et un cadavre qui tombe à 300 mètres, et donc il se tire, il se suicide sur le bord il se serait suicidé pour moi sur le bord de la grotte. Et le coup de feu, après le coup de feu, ça fait basculer le corps et l'arme, et on le retrouvera pas. Vous seriez surpris de savoir aujourd'hui qu'il est vivant ? Je serais ravi de savoir qu'il est vivant, je serais moins ravi de savoir que je me suis trompé. Mais oui, parce qu'il pourrait répondre de ses crimes, et que c'est quand même intéressant de savoir pourquoi il a tué sa femme et ses enfants. Et ce serait bien qu'ils le reconnaissent, ce serait bien qu'il y ait un procès pour la famille, qu'on comprenne ce qui l'a motivé. Quelques minutes avant notre émission, j'avais un de ses amis, un de ses anciens amis au téléphone, Bruno de Stabenrath, qui, lui, est persuadé qu'il est vivant. Il se dit, voilà, aujourd'hui, on n'a pas retrouvé son corps, moi je connais Xavier, je vois pas pourquoi il se serait tué, pourquoi il serait allé en cavale. À ce moment-là, il se serait mis une balle directement après avoir tué sa femme et ses enfants. Il s'est peut-être mis une balle, pas directement, mais il s'est peut-être mis une balle plus tard. Il a peut-être des trucs à régler, c'est ce que je pense, à Roquebrune-sur-Argence. Et puis vous savez, il faut quand même se méfier aussi je connais très bien les gens, on connaît jamais très bien les gens. Et ça, mon métier m'a appris à avoir au moins cette conclusion. On ne connaît jamais les gens, on peut toujours être surpris par le comportement de son meilleur ami. Et on peut découvrir un jour que son meilleur ami finalement est une ordure. Et là c'est pas le cas, mais donc je suis son meilleur ami, je le connais très bien. Pour moi ça sert à rien, quoi. Enfin ça veut rien dire. Lui dans sa tête, parce que c'est son ami, il est persuadé que il est vivant et qu'il a pas pu faire ça. Mais ça reste du domaine de la sensation, de l'impression, et ça vaut rien en réalité. Alors, est-il vivant ou mort ? C'est la question qu'on se pose, et sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui pensent qu'il est encore vivant. Et depuis des années, certains font des recherches par des forums, essayent de retracer son adresse IP, de savoir dans les groupes Facebook dans lesquels il aurait pu communiquer ou commenter certaines publications. Et dernièrement, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Aquababe. Aquababe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un influenceur, un chasseur de scoop qui, sur les réseaux sociaux, essaye de publier des photos volées, un peu de personnalité, de sortir des infos. Et depuis quelques jours, il s'est mis à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Il a créé ce qu'on appelle un canal sur son compte Instagram. Un canal, c'est une discussion privée que vous avez sur les réseaux sociaux, et chacun peut alimenter avec des informations qu'il a. Alors, on va se poser la question aujourd'hui, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès peut-elle être résolue sur les réseaux sociaux ? Réagissez, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'Aquababe fait bien, lui, de se lancer dans cette recherche ? Récemment, il a publié une photo que vous pouvez voir actuellement. Cette photo, elle est assez troublante puisqu'on voit un homme ressemblant assez fortement à Xavier Dupont de Ligonnès qui semble être en Asie, puisque le panneau derrière lui, on voit que c'est pas écrit en français, c'est pas écrit en anglais. Voilà, donc il a l'air d'être en Asie, on ne sait pas exactement dans quel pays. Est-ce que vous y croyez, vous, déjà à cette photo ? La photo, je l'ai vue. C'est vrai que ça peut ressembler à Xavier Dupont de Ligonnès, mais je vous rappelle quand même qu'en 14 ans, les meilleurs services de police et de gendarmerie ont mené des investigations aux quatre coins de l'Hexagone, aux quatre coins du monde d'ailleurs, pour tenter de le retrouver avec des moyens techniques extrêmement sophistiqués, de la géolocalisation, de l'intelligence artificielle. On a utilisé aussi la reconnaissance faciale. Alors moi, je serais curieux de savoir qui a pris cette photo, alors qu'elle a été prise en Asie. On a tous un sosie, le nombre de fois où j'ai croisé... Vous pensez que c'est un sosie, là ? A priori, je pense que c'est un sosie. Vous savez, moi, je me méfie quand même des gens dont c'est pas le métier.
Parlons-en d'ailleurs d'Aqua Babe. Qui s'improvise investigateur. Il y a quand même des gens, je vous dis, en 14 ans, dont c'est le métier, qui ont des moyens coercitifs, qui ont des moyens de mise sur écoute, qui ont des moyens de comparer les ADN, des empreintes digitales, les fameuses photos par reconnaissance faciale, etc. Et ces gens-là n'ont rien trouvé. Et je serais quand même très surpris qu'un influenceur, en lançant un appel à témoins, réussisse à obtenir quelque chose. Je serais très surpris. Donc pour vous, Aqua Babe qui se lance dans une recherche d'une affaire judiciaire aussi importante que celle de Xavier Dupont-de Ligonnès, c'est une connerie ? Oui, je pense que c'est une connerie. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui n'a aucune légitimité d'investigation. Il n'est pas journaliste, il n'est pas flic, il n'est pas détective privé, il est rien. Mais si les millions d'abonnés qu'il a à travers les réseaux sociaux peuvent permettre de faire avancer l'enquête. Oui, mais enfin, vous savez, les millions d'abonnés qu'il a sur les réseaux sociaux, s'ils ont des informations, ils peuvent les donner à la police. Je vois pas pourquoi ils les donneraient à l'influenceur. Premier point. Deuxième point, l'influenceur dont vous parlez, là, Aqua Babe, il était plutôt spécialisé sur les scoops people. Donc il n'a aucune connaissance du fait divers. Il n'y connaît rien au fait divers. Le fait divers, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Il faut avoir des sources, il faut connaître des magistrats, connaître des gendarmes, connaître des flics, pouvoir regrouper les trucs. Est-ce qu'il pollue l'affaire ? Alors clairement, je pense que j'ai deux réponses. La première, la police, au bout de 14 ans, a fait chou blanc, comme on dit. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est un fait, c'est établi. Si on lui dit demain matin, et ça a été le cas à de nombreuses reprises dans ce dossier, je pense avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès dans un monastère, dans une brasserie, à Malte ou je ne sais où. Ils sont obligés d'aller vérifier cette information. On pourrait leur reprocher de ne pas l'avoir fait, ils ont l'ordre de le faire. Donc là, je suis très inquiet de la tournure que prennent les choses parce qu'ils ont déjà énormément bossé sur ce dossier. Est-ce que vous imaginez 25 millions d'informations qui arrivent sur le bureau de 10 flics ? Il va falloir qu'ils vérifient 25 millions d'informations, mais enfin, on est en train de les noyer. Sachant que c'est un peu comme quand on a un gros fait divers d'un gosse qui a disparu, vous avez les voyants, les médiums, les gens qui arrivent avec leurs petits pendules, etc., qui sont persuadés de savoir où se trouve le corps et qui finalement ne trouvent jamais rien. Mais alors d'ailleurs, c'est marrant parce que vous en parlez de cette tonne d'informations qui arrive sur le bureau du procureur de Nantes, puisqu'il a réagi, le procureur de Nantes, il a été visiblement agacé par les recherches d'Aqua Babe. J'imagine. Il explique qu'aucun élément factuel et vérifiable n'a été porté à la connaissance de la juridiction nantaise, pas plus qu'au service de police saisi par qui que ce soit. Vous avez la réponse dans la question. En vrai, il est saoulé un peu, le procureur de Nantes. Évidemment qu'il est saoulé. Cette affaire dure depuis 14 ans. Je pense que tant qu'ils n'ont pas retrouvé le corps, ils sont obligés de garder le dossier ouvert au cas où. Mais je pense que la majorité des enquêteurs sont persuadés qu'il s'est suicidé. Donc on recherche un mort. Un mort qui s'est probablement suicidé dans une grotte dans l'arrière-pays niçois. Et là, on va leur apporter sur un bureau 25 millions d'informations. Alors, c'est pas pour dénigrer la clientèle des blogueurs, mais on a quand même à boire et à manger dans ces histoires-là. Vous avez quand même tous les farfelus de la Terre, tous les amateurs qui sont pas complotistes, mais qui sont borderline, qui n'y connaissent rien et qui vont s'en mêler, et qui sont persuadés qu'ils l'ont vu au supermarché du coin en étant partis acheter des croquettes pour leur chien. Et ils vont signaler qu'ils l'ont vu ce jour-là. Donc les flics, ils vont faire quoi ? Ils vont aller prendre les vidéosurveillance du supermarché. Ils vont visionner aux horaires où le témoin croit avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès. Et on va voir un mec qui ressemble très, très, très vaguement à Xavier Dupont de Ligonnès, mais ils auront perdu 3 jours. Et ils auront bossé à 3 ou à 4 pendant 3 jours. Et ça, multiplié par 25 millions, est-ce que vous imaginez dans quel fourbi on les met ?
Mais c'est en tout cas pas, à mon avis, un blogueur qui a peut-être un succès fou sur la toile. Et des polémiques aussi. Et des polémiques, oui, parce que quelques casseroles aussi. Je lisais quand même le concernant qu'il avait... alors, il était connu pour des scoops, pour des diffusions aussi douteuses. Il est poursuivi pour diffamation, menace de mort, 5 plaintes pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et aussi abus de confiance. Donc pour vous, c'est un charlatan? Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un charlatan, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à foutre dans cette enquête extrêmement compliquée, extrêmement complexe, qui est, pour l'instant, réglée par des professionnels. Et je pense qu'il faut que ça le reste. Moi, demain matin, je ne m'improvise pas enquêteur, je suis que journaliste, et encore, je pense que je serais plus légitime si je devais m'en mêler dans une enquête que lui. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute à Aquabay, puisque je suis allé l'interviewer pour lui demander pourquoi il s'était mis du jour au lendemain à chercher Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet influenceur, dans une affaire de faits divers sordide dont personne n'a les réponses depuis 14 ans. Donc Michel, je vous propose de l'écouter et vous réagirez ensuite. Aquabay, bonjour, merci d'être avec nous dans La Base. Avec grand plaisir, bonjour à toutes mes chippies. Alors, vous êtes lancé à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Alors j'ai un vaste réseau avec mes grandes chippies qui sont mes abonnés très fidèles. Je me suis dit, bon, il y a plusieurs affaires qui ont déjà été élucidées sur les réseaux sociaux, comme l'affaire Luca Rocco-Magnotta. Il y a eu plusieurs pistes et au final, la police l'ont attrapé. On a eu l'affaire John List, donc pourquoi pas celle-ci ? À l'heure où on se parle, est-ce que vous avez des informations ? Est-ce que vous avez avancé dans votre enquête ? Alors, on a plusieurs pistes, des lourdes pistes sur Malte. Maintenant, ça reste à définir si c'était un lieu de transit ou si il y est toujours là-bas. Dernièrement, on a pu lire dans la presse que le procureur de Nantes s'était agacé de vos recherches. Comment vous réagissez, Aquabay ? J'ai vu que le procureur de Nantes était agacé. Cependant, l'enquête n'avance pas. L'affaire est toujours au point mort, donc si je peux aider, j'aide. Donc pour être honnête, qu'il s'agace, quoi. Mais vous comprenez que ça puisse énerver qu'un influenceur se mêle d'affaires aussi sérieuses ? Il y a quand même des reportages, des documentaires à son sujet, donc bon, je vois pas pourquoi il serait agacé alors que ça fait des années qu'on parle de Xavier Dupont de Ligonnès, quoi. Est-ce qu'il a tenté de vous joindre ou est-ce que les autorités vous ont demandé un peu J'ai de lever plusieurs le pied ? intermédiaires avec la police judiciaire. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, dès que je reçois des témoignages ou des photos spotées de personnes qui pourraient être lui, je transmets si c'est vraiment fiable, si c'est quali, histoire qu'au moins ils puissent eux-mêmes de leur côté faire des investigations. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à retrouver Xavier Dupont de Ligonnès ? J'y crois. Comment vous réagissez, Michel ? Vous avez lu la série de Tintin d'Hergé ? Là, c'est Tintin à Malte. Hein. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Que le procureur s'agace, je le comprends, le procureur qui s'agace, il se rend compte surtout que il va être enseveli d'informations toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Et je pense que si cette affaire sort un jour, c'est pas un blogueur qui va la faire sortir. C'est qu'il y aura un élément matériel extrêmement précis, une dénonciation de quelqu'un qu'il connaît et qui l'a croisé, qui l'a vu et qui le dénonce. Mais une fois de plus, je crois qu'il faut vraiment que chacun fasse son métier. Mais pourtant, il dit qu'il a des informations. Vous l'avez entendu, là, Michel, il y a un instant. Il dit, voilà, moi j'ai des informations sérieuses, solides, recoupées. Je les transmets à la justice. Et d'ailleurs, il y a son avocat, maître Tom Michel, qui a publié un communiqué où il explique que voilà, il y a 370 000 personnes qui ont rejoint le canal, que ça a suscité un écho international et qu'il y a eu des informations précises, tangibles, nouvelles, qui ont été découvertes et que d'ailleurs ils ont transmis aux enquêteurs. Et d'ailleurs, ils disent que voilà, ils ne veulent pas se substituer au travail de ces derniers. Voilà, nous remettons à la justice le fruit de cette opération. C'est à elle de parachever ces pistes nouvelles et d'engager, le cas échéant, les suites appropriées. Donc oui, ça a l'air sérieux son truc quand même. Alors, non, mais je vous dis pas que ça n'a pas l'air sérieux. J'attends le résultat. Les informations, elles viennent d'où ? Quelles sont ces informations ? Si c'est un témoin fantaisiste qui est persuadé, parce qu'il est à 2,40 g, qu'il a croisé Xavier Dupont de Ligonnès dans un bar à Malte, vous comprendrez bien que c'est pas sérieux.
Mais aujourd'hui, pour vous, c'est un héros ou c'est un imposteur? Même si j'ai ma petite réponse. Un héros, sûrement pas. Un imposteur, possiblement. Ok, et comment on fait si voilà, demain on apprend que grâce aux recherches d'Aquababe, eh bien, on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès? Ça serait un énorme revers pour la justice, pour les experts judiciaires comme vous qui disent que c'est un imposteur. Non, je m'excuserai des propos que je suis en train de tenir, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas pris au sérieux. Tout à fait entre nous, il y a quand même relativement peu de chances que j'ai besoin à un moment donné de présenter mes excuses à ce garçon. Je pense que tout ou presque tout a été fait en termes d'investigation criminelle pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. S'il y a une information solide, parce qu'il ne faut pas perdre de vue un truc quand même. Admettons, vous êtes à Malte, vous êtes persuadé, vous êtes journaliste, vous êtes persuadé d'avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès. C'est pas, j'ai perdu son nom, Aquababe, que vous allez appeler, c'est la police. Ouais. Si vous l'aviez en face de vous, Aquababe, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Bon, je lui dirais qu'il ferait bien de rester à s'occuper des scoops du People et qu'il laisse les professionnels s'occuper de choses importantes. Merci Michel. Alors on va terminer la base en rigolant un petit peu, en faisant un petit jeu si ça vous dérange pas. On va faire un vrai ou faux fait divers, parce que je sais que vous êtes un expert des faits divers. Alors je vous présente 5 petits faits divers et vous me dites si c'est arrivé ou pas. C'est le vrai faux fait divers. Alors... Un cambrioleur se fait enfermer dans une maison et appelle la police pour qu'on vienne le sauver. Est-ce que c'est arrivé? Oui, je pense que c'est possible. Bonne réponse, c'est vrai, c'est aux États-Unis. Il y a un cambrioleur coincé dans une maison de Floride qui a paniqué, qui a lui-même appelé les secours. Deuxième info. Un homme a tué un restaurateur parce que son burger n'était pas assez instagrammable. Non, ça c'est bidon. Ça c'est bidon, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver aujourd'hui avec les réseaux, etc. Mais ce n'est pas arrivé. Bonne réponse, 2 sur 2, vous êtes très fort. Je vous préviens Michel, je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent à vous donner. C'est bien dommage. Troisième petite info, une femme a gagné un marathon après avoir pris un bus pendant une partie de la course. Oui, c'est possible. Eh ben oui, bravo, c'est arrivé très fort Michel. Une courseuse britannique a été disqualifiée après avoir triché lors du marathon en montant dans un bus pour couper la route. Évidemment, elle s'est fait cramer et derrière, elle a pris cher. Une femme a lancé une alerte à la bombe pour que son copain n'aille pas au travail. Elle a été inculpée pour terrorisme. Oui, c'est possible, c'est possible. Bravo Michel, excellent. Elle s'appelle Kayla Blake, c'est une américaine de 33 ans. Elle a lancé 2 alertes à la bombe pour que son copain n'aille pas au travail et elle a été poursuivie pour terrorisme. Est-ce que ça pourrait vous arriver avec votre femme, ça Michel? Non, je crois pas. Lancer une fausse alerte à la bombe? Non. Et pour finir, une femme a tué son perroquet parce qu'il a révélé une infidélité à son mari. Oui, c'est un fait divers que je connais. Alors, bravo si vous le connaissez, parce que pour moi c'est faux. Je l'ai totalement inventé. Alors, j'ai eu un fait divers où le perroquet avait donné le nom du tueur. Ah oui, ça j'en suis persuadé, je vous retrouverai le fait divers. Ah donc il n'a pas été tué le perroquet? Non, le perroquet n'a pas été tué. Le perroquet n'a pas été tué, mais le perroquet a Incroyable, été ça, cette histoire. Témoin, entre guillemets, il avait assisté au crime. Ouais. Et il y avait eu 1 ou 2 morts, je ne sais plus. Le perroquet était présent, il a assisté au crime, il connaissait le tueur. Et il donne le nom du tueur, son prénom, son surnom, à la police quand la police est sur place. Incroyable. Voilà. C'est fou, c'est fait divers. Et on finit par un tu kiffes ou tu bases. En gros, je vous donne des noms de personnalités et vous me dites si vous kiffez, si vous aimez bien, ou si vous basez. Et si je connais pas. Et si vous connaissez pas, vous me dites je base. Mais bon, ne trouvez pas cette excuse. Hein. Normalement, vous les connaissez tous. Cyril Hanouna. Je kiffe. Fabrice Divisio. Je kiffe. Emmanuel Macron. Je base. Pourquoi? Bon, on peut faire de la politique si vous voulez, mais En 2 mots, je pense qu'il ne remplit pas le contrat pour lequel il a été élu. Marco Mouli. Marco Mouli, on rappelle, c'est un fugitif. Je base de base. Vous avez bien compris le nom de l'émission là. Ce garçon est un délinquant. Il a détourné énormément d'argent. Il fait le buzz avec ça. Je pense qu'il serait
bon ton qui soit un peu plus discret, compte tenu du fait qu'il a quand même volé aux contribuables de beaucoup d'argent. Alors, l'opération était très bien montée. C'est pas lui qui l'a montée, heureusement, parce que je suis pas sûr qu'il en était capable. Il a détourné, il a volé beaucoup d'argent aux contribuables français, donc je n'ai pas de sympathie pour lui. Christophe Ondelat. Je base. Christophe Ondelat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a présenté Faites entrer l'accusé pendant de nombreuses années sur France Télévisions. Désormais, il est sur Europe 1 où il raconte aussi les faits divers. Il est un peu sur. Voilà, il a la même passion que vous, c'est de raconter les faits divers. Oui, sauf qu'il les a pas vécus. Que c'est un animateur, un présentateur, et je lui trouvais du talent pour Faites entrer l'accusé, où il a inventé une sorte de présentation qui était plutôt sympa, et là depuis quelque temps je l'écoute sur une radio, je sais plus laquelle, où il théâtralise beaucoup trop, je trouve, des faits divers, où ça devient quasiment ridicule. Et pour finir, Aquababe. Je base parce que tout ça n'est pas sérieux, c'est Tintin à Malte. Je pense que le fait divers, enfin, un dossier criminel, on a quand même 5 morts, dont 4 enfants dans cette histoire. C'est quelque chose de sérieux. Et il faut que ça soit traité à la fois avec sérieux et par des gens sérieux. Et moi, qu'un tubeur, là, qu'un youtubeur un peu connu des services de police se mette en marche pour faire le buzz là-dessus, je trouve qu'il y a une espèce de récupération qui me dérange. Michel, merci beaucoup d'avoir été mon premier invité dans La Base. La Base, c'est une émission que vous allez essayer de retrouver sur toutes les plateformes. En tout cas, on va essayer d'être sur tout, sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Réagissez sur les réseaux, dites-nous ce que vous en pensez. Alors vous, est-ce que vous pensez que Xavier Dupont-Ligonnès est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'Aquababe fait bien de se lancer dans ses recherches? Est-ce que c'est un héros ou un imposteur? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les prochaines, on va essayer de les faire en direct pour que vous puissiez réagir. On va essayer de vous prendre en direct, on va essayer de monter ça, de voir comment c'est possible techniquement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette première de La Base. J'espère que ça vous a plu. Merci Michel d'avoir été mon premier invité. On se retrouve très vite. Merci à tous. Bye bye.